Pardon, monsieur. Vous ne seriez pas monsieur Alexis? Vous me connaissez? Je vous ai vu à la télévision. CO2, mon amour. Vous vous intéressez à la biologie? Oui, mais je n'approuve pas vos théories. Demain, vous nous enverrez dans la Lune. Voulez-vous me dire ce que nous y ferons dans la Lune? Avec Denis Chessou. Vous croyez qu'on y sera plus heureux qu'à l'ombre de nos oliviers? La dictature des savants, ça sera du joli. Mais il paraît que cela plaît aux hommes d'être empoisonnés. Plus ça pue, et plus ils sont contents. Sur France Inter. C'est pas complètement faux, France Inter, mais en tout cas on s'intéresse à la Terre, ce qui ne nous empêche pas de regarder aussi vers le ciel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission avec la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Antoine Gomez à la technique et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pessugia qui réalise l'émission. Voilà, et ben nous on va aller dans quelques instants dans les Alpes de Haute-Provence. Ça va être le menu du jour avec François Couplan, un homme qui connaît les plantes, ce que les plantes ont à nous dire. Allez, venez respirer. Là, on est devant cette jolie plante, on a envie de la caresser, enfin moi j'ai envie de la caresser, et après l'avoir caressée, j'ai envie de sentir mes doigts. Je sens le citron, je sens une odeur très, très fraîche, très légère, et même si j'étais les yeux fermés comme ça, à tripoter la plante, elle est douce déjà, il y a des petits poils dessus, donc elle est douce. Je vois même comment elle est faite, sa tige elle est carrée, je sens, voilà. Même sans regarder, je sais déjà à quelle famille appartient la plante, c'est une Lamiacée. Donc Lamiacée, voilà, là je suis dans l'intellect, je suis dans l'intellect. Lamiacée, tac, 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 plante pas toxique, très bien. Et là, je me remets dans mes sens, c'est-à-dire je froisse légèrement, je sens mes doigts. Bon, bah, toc, c'est de la mélisse, quoi. C'est de la mélisse directe. Donc c'est bien, d'une part, simplement de ressentir ce que la plante me transmet, me communique. C'est bien d'autre part de pouvoir mettre un nom dessus. On a envie de mettre des noms. Puis en plus, quand on veut utiliser les plantes, il vaut mieux quand même savoir ce qu'on fait. C'est pas plus voilà. mal. Et donc là, voilà, je saurais ce que je peux faire avec cette plante. Mélisse, calmante, je fais des boissons, des desserts, plein de choses avec. D'abord, la rivière qui entaille cette partie nord-est et superbe des Alpes de Haute-Provence. Nous avons quitté Barème. Alors, cigales, pins sylvestres à volonté et odeur des plantes piétinées de soleil. Alors là, vous avez une piste qui est faite d'ornières. Donc ça, c'est le truc parfait pour les sangliers et les vététistes. Et puis, François m'a dit, tu suis la ligne téléphonique. Ouais, c'est bon. Tu franchis un petit col à pied. Ouais. Il va te rester 300 mètres. Et 1, 2, 3, allez, même 4 chats plus tard, on y est. Alors, vous n'avez pas du tout intérêt à oublier le sel et les allumettes. Il faut être précis quand vous faites une liste de courses si vous habitez là. Et ils sont là, petite source à côté, dans cette grande cuisine ouverte, lieu où Keiko, sa femme, et François Couplan dispensent leur savoir, et aussi ils écrivent, comme ce livre aux éditions des Liens qui libèrent, ce que les plantes ont à nous dire. Oui, parce qu'en fait, les plantes, c'est quand même une affaire qui marche depuis près de 150 millions d'années. Bonjour Denis, dis donc, ça fait plaisir de te voir. C'est combien? Ça fait 50 ans que tu devais venir me voir. Alors, ici, non? ça faisait peut-être même 150 ans. 150 ans, mais... Alors, Non, c'était au Paléolithique, je crois, d'ailleurs. Voilà, c'était au Paléolithique, c'est ça. Parce que là, ici, on est quand même à environ, quand on regarde ici, enfin, si on fait abstraction de ces constructions ou reconstructions que nous avons faites, on est quand même environ à 80% de nature ici, tu sais. Ah oui, c'est ça. Et puis alors là, je vois, vous avez aussi installé votre four solaire. Oui, bon, comme tu le vois, il a reçu, c'est la neige qui a fait tomber une poutre qui est tombée sur le four solaire. Ah oui, il aime pas là. Il marche très bien. Il continue à marcher très bien. C'est extraordinaire. Et alors là, le petit replat, donc là, on était Ça, quoi? c'est l'aire de battage, en fait. Ouais. Tu vois, ici, on est sur une ancienne campagne, comme on dit, deux campagnes d'ailleurs, une à 100 mètres plus haut et une où on est avec 3 bâtiments. Et là, ici, c'est l'aire de battage. Les gens ont vécu ici pendant à peu près 3500 ans et sont partis un peu après la Première Guerre mondiale, puisque quand même beaucoup de jeunes ils y sont passés. Et les conditions de vie étaient rudes, vachement rudes. Ici, on est dans les Alpes de Haute-Provence, ça veut dire qu'il y a là-dedans Alpes, donc froid en hiver. Provence, donc sec en été, donc froid en hiver, sec en été, les plantes, elles n'ont pas tellement le temps de pousser. Tu veux que je fasse sourire nos auditeurs? Allez, on y va. Hein? Bien sûr. Vive le réchauffement climatique. Bon, nous, depuis quelques années, ici, il fait moins froid en hiver, donc les plantes poussent mieux. Ouais. Il y a beaucoup plus de pluie, d'orage en été, et on a des intersaisons qui sont très humides. Donc regarde la luxuriance de la végétation. Ouais. Je veux dire, quelque part, ça me fait mal de dire ça, on est d'accord, on est d'accord, mais je le constate, nom d'un chien.
Ah, votre jardin? Mon jardin, il pousse tout seul. On est devant un massif d'origan, c'est bourré de papillons. Alors je dois dire quand même qu'ici, on est dans un endroit extrêmement spécial en France et en Europe, parce que ici, il n'y a jamais eu de pesticides. Les gens sont partis donc à la fin de la Première Guerre mondiale, avant d'avoir eu les moyens de pouvoir Acheter les pesticides. Voilà, exactement. Et ça fait une sacrée différence. Tous les gens qui viennent ici le constatent, c'est bourré d'insectes. Ici, c'est le paradis des entomologistes. On a mis des ruches qui sont fait bousculer par une vache égarée, et du coup, elles ont refait leurs essaims quelque part, et les voilà. Alors François Coupland, quand même, là nous sommes pas très loin de Barème. On est dans un coin des Alpes de Haute-Provence. Alors de l'autre côté, si on traverse, on va voir le plateau de Valençol. Mais là, il y a une espèce de triangle ou de rectangle. C'est On ça. regarde sur la carte, il n'y a pas une route. C'est pour ça que j'ai choisi. Quand j'avais 20 ans, j'ai étalé toutes les cartes du midi de la France dans le bureau de mon père, à Paris, dans le 7e arrondissement, face à la Tour Eiffel. Très bien, j'adore Paris, hein. Je m'y sens bien quand j'y reste pas trop longtemps. Mais j'avais envie d'aller voir du pays et j'avais envie de choisir l'endroit le plus sauvage de France, c'est-à-dire l'endroit où il y avait le plus de blanc sur la carte. Et j'ai trouvé cette région qui est comprise entre la vallée de l'As, le plateau de Valençol et les gorges du Verdon. Voilà, 400 km². Il faut peut-être pas le dire parce que les gens vont venir. Je suis pas sûr. Non, bon d'accord. Donc 400 Faut y aller. km², sans route goudronnée, sans village et sans personne à part les moutons qui bouffent tout. Mais sinon, c'est vraiment, c'est mon paradis, quoi. Enfin, c'est pas que mon paradis, je le partage avec tous les gens qui viennent me voir et heureusement, il y en a beaucoup. Alors François Coupland, je crois qu'il est très bon de rappeler que l'avènement de l'agriculture, c'est en gros 10 000 ans, 8 000 ans. Ouais, 12 000, enfin tout dépend où on fait commencer l'agriculture, parce que l'homme a commencé par ramasser des céréales dans le croissant fertile, et puis se rendre compte que finalement des graines qui tombaient dans le sol germaient, et puis que ça pouvait servir à nourrir les gens. Voilà, petit à petit, il s'est mis à sélectionner des plantes, tu vois, des blés dont le rachis tenait bien, dont les grains étaient un petit peu plus gros, ils se détachaient pas tout de suite de l'épi. Donc ça a modifié génétiquement les premiers OGM, d'ailleurs. Mais alors ça veut dire que pendant plus de 300 000 ans, l'être humain s'est nourri bien sûr cueilleur-chasseur, mais donc cueilleur, ça veut dire donc des plantes sauvages. Et pêcheur dans certains cas. Mais au niveau du végétal, c'était bien évidemment que des plantes sauvages. Ça c'est une évidence. Et nous sommes faits pour manger des plantes sauvages. On se rend compte d'un point de vue nutritionnel. Là, cette omelette des gopodes qu'on va manger, c'est complet, il y a tout dedans, quoi. Dans les gopodes, il y a tous les micronutriments dont on a besoin. Il y a de la vitamine C en quantité, de la provitamine A, des sels minéraux, des oligo-éléments et des antioxydants, flavonoïdes et autres choses dont on a besoin dans un chien. Et maintenant, quand même beaucoup dans notre nourriture actuelle. Exactement. L'OMS le dit, il n'y a qu'à regarder ça. Je veux dire, il y a 20-30% de la population qui est en carence de vitamine C, de fer, de vitamine D, de différents micro-éléments. C'est-à-dire qu'on a réussi glucides, lipides, protéines, mais pas forcément tout le reste. Et surtout glucides, l'agriculture c'est glucides. Oui, c'est glucides. Et l'agriculture proche-orientale, c'est comment stocker une forme d'énergie, glucides en l'occurrence, d'une façon qui se conserve pendant longtemps. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que si on s'est mis à cultiver, c'est pas pour nourrir des pauvres gens, des pauvres chasseurs là qui crevaient de faim et qui crevaient la gueule ouverte. Non, absolument pas. C'était pour expérimenter d'abord, parce que les gens sont sédentarisés d'abord. Ensuite, donc, on trouvait que, ma foi, il y avait des céréales qui pouvaient cultiver, que c'était très bien, ça faisait un apport de glucides. La population a augmenté, a cru très rapidement, et il faut savoir que ce nouveau mode d'alimentation a provoqué déjà à l'époque, donc il y a 10 000 ans dès le départ, des carences dont on trouve des traces sur les squelettes, quoi. Dès que l'homme s'est mis à cultiver, l'homme néolithique était en moins bonne santé que celui qui chassait, cueillait et se nourrissait, pas que, mais végétalement de plantes sauvages. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut planter? Il veut planter de l'authentique partout. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être une plante qui pousse dans les livres. Il faut être moderne. Il m'a dit, il faut être moderne. Je te parie 10 francs qui t'a parlé de la routine. Et oui. Et c'est quoi? C'est un mot de la ville. La routine, ça veut dire ce que les vieux nous ont appris et que d'après eux, il faut tout foutre en l'air parce que c'est pas moderne. Et que maintenant, il faut être moderne. De la pure couillonnade.
pendant le premier confinement, d'ailleurs, vous disiez que vous aviez réussi donc avec votre chair et tendre à vous nourrir pour en gros moins de 5 euros ou 5 euros par jour en rajoutant donc de l'huile d'olive. Alors voilà, on descendait le matin dans notre jardin, on faisait notre petite cueillette, on élaborait, on imaginait des recettes. Keiko est cuisinière de cuisine traditionnelle japonaise. Voilà, donc on mettait son côté japonais, moi, ce que je sais. Et on a élaboré comme ça 66 recettes donc pendant les 2 mois de confinement. Avec, en général, c'était base oignon, huile d'olive, ail, carottes, un petit peu de fromage quand même, parfois du poisson. Et les simples et les plantes que vous ramassez quand même tout autour. Voilà. Non, mais c'était ça la base, de toute façon, c'était ça la base. C'est ça la base. Comme vous parlez, cher François, de l'omelette depuis un certain temps. Ah bah, on va aller en voir la cause, oui, si je puis dire. Donc voilà, l'un de nos champs d'égopodes ici. Égopode, donc une plante de la famille de la carotte, qui sort toute seule du sol. Alors les jardiniers adorent, ils adorent cette plante parce qu'ils n'ont plus besoin, d'ailleurs ils ne peuvent plus cultiver quand il y a de l'égopode chez eux. Ah bah c'est très envahissant. Donc ils peuvent se reposer, c'est très bien. Et en plus, comme elle est délicieuse cette plante, c'est pas vraiment la peine d'aller cultiver des épinards ou des... Ah d'accord. Ça c'est une seule plante. Là, sur une seule plante, là on a déjà 15 mètres carrés, facile. Et donc les tiges souterraines donnent des rejets régulièrement. Quand elles commencent à monter, comme c'est le cas ici là par exemple, voilà. Il suffit de donner un petit coup de fauchage et ça revient, ça repart. Donc j'en ai tout le temps. Ouais. Donc j'en ai tout le temps et c'est délicieux. Ça se reconnaît facilement parce que le pétiole, la queue de la feuille, le pétiole est triangulaire. Donc on va en récolter et puis se faire une petite omelette avec tranquillement. Allez. Découpage. Donc, alors il y a des toutes petites, c'est toutes petites comme ceci là. Je pourrais les mettre dans la salade, mais on va pas faire de salade. Là. On va tout mettre dans l'omelette. Voilà, là c'est ici qu'on accueille nos stagiaires. C'est bien, donc c'était une grande ancienne grange, ancienne étape peut-être, où vous avez retapé, et maintenant qui est à ciel ouvert. C'est ce qu'on appelle la cuisine d'été. On y est vachement bien. Alors ça c'est pourquoi, Keiko? Ça c'est pour préparer une omelette avec les gopodes et la marrante et un peu d'ail. Après on va mettre un peu de fromage. Oui, du sérac. Oui, du sérac. Oui. Bien. Donc là c'est pas une recette japonaise, c'est une recette française. Vite, ils vont être secs sur les bords. Pardon? Les œufs! Retirez-les immédiatement. Et le tout arrosé de l'eau de source de ces Alpes de Haute-Provence, je ne vous dis que ça. Ah ouais, on va continuer le voyage donc avec François Couplan. Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Ceci dit, la salade verte ne peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune. CO2, mon amour. La salade verte, c'est le mystère. Sur France Inter. Bah oui, il faut toujours écouter un petit peu Jean Carmet. Alors, nous poursuivons le voyage parce que quand même pendant 300 000 ans, l'Homo sapiens s'est en partie alimenté de plantes sauvages et aujourd'hui, on va dire qu'au mieux, les plantes sont vues comme des légumes ou des plantes ornementales, au pire comme des mauvaises herbes. Eh ben, c'est tout le contraire, heureusement, chez François Couplan, qui l'explique très très bien dans ce que les plantes ont à nous dire aux éditions des Liens qui libèrent. Et on va donc poursuivre ce voyage parce qu'il fait connaître les plantes sauvages et leur utilisation alimentaire auprès quand même du public, des restaurateurs. Donc il organise régulièrement des stages, on va dire, de survie, mais douce. Ah oui, survie douce. Il a même fondé le collège pratique d'ethnobotanique et on y retourne au-dessus de Barème, dans les Alpes de Haute-Provence, à 800 mètres d'altitude. Autre partie des lieux chez François Couplan, avec, ah oui là quand même, autonomie énergétique, on a l'eau chaude, bah, quand même ici c'est la moindre des choses. Eau chaude solaire, ouais, électricité solaire, phytoépuration. Et puis les chats pour... c'est les antilloires ça. Voilà, c'est les antilloires. Ça s'appelle un chat. Alors François Couplan, donc aujourd'hui, des mots sont remontés à la surface, encore plus avec le confinement, c'est-à-dire autonomie alimentaire. C'est un des messages que vous pouvez faire passer aussi avec les plantes. Quand j'avais 20 ans, j'ai décidé de m'abstraire de cette société qui ne me plaisait pas parce que elle m'imposait des dictates que je ne voulais pas subir. Et donc, voilà, mon père avait fait Saint-Cyr, donc je devais faire Polytechnique. Enfin, c'était la logique de progression de la hiérarchie sociale dans le système.
J'ai refusé de façon tout à fait inconsciente, simplement parce que cette pression, je la supportais pas. Et donc, je me suis dit, quels sont mes besoins? Mes besoins, c'est avoir de l'air pour respirer, de l'eau pour boire et de quoi me nourrir. Mais comme moi, j'avais eu la chance de ramasser des plantes avec ma mère quand j'étais tout petit, j'avais une relation avec la nature qui était déjà très forte, même si je connaissais pas encore grand-chose. Là, je me suis dit, bon, bah voilà, la solution à ma problématique, elle est là. Savoir quelle plante je peux utiliser pour me nourrir pleinement. Donc voilà, je me suis fait un cours accéléré avec un oncle à moi qui était végétarien dans les Alpes de Haute-Provence. Quand j'en ai connu suffisamment pour faire mes premières petites expériences de vie au fond des bois, je suis parti en Amérique du Nord vivre tout seul au fond de la forêt. Il y a une plante là vachement sympa là. Ah, il y a plein de papillons d'ailleurs qui. Ah oui, mais non, mais justement, autour. attends. Alors. Qu'est-ce que ça sent ça? Alors c'est pas de la menthe déjà. Non, c'est pas de la menthe. Du tout. Là pour le moment ça sent la serpillière mouillée. Ah oui. Usagée. Oui, enfin, je me disais pas que c'était quelque chose de joyeux. Mais... voilà, c'est ça, oui. Voilà. Mais je pensais pas à la serpillière mouillée. Alors maintenant que... Et donc la serpillière mouillée... voilà, non mais je veux dire, il y a des gens qui l'appellent ortie-puante, quoi. Oui. C'est pas de l'ortie, hein, c'est un... On en fait quoi? Et pierre des bois. Alors ce qu'on en fait justement, là c'est pareil, il faut avoir une certaine patience dans la mesure où quand on écrase les feuilles, petit à petit, progressivement, va se dégager une odeur complètement différente et que personnellement je trouve très agréable. Il faut vraiment l'écraser. Suite à l'omelette que vous avez fabriquée, je dirais pas, est-ce qu'on pourrait peut-être mettre un peu de champignons avec cette plante là-dedans ou... Donc on peut effectivement mettre du cèpe dans ces plats sans utiliser de champignons. Quoi. Grâce à les pierres des bois. Grâce à les pierres des bois. Je fais du sorbet des pierres des bois à l'huile d'olive. C'est un truc formidable. C'est vraiment excellent. Alors une fois de plus, aujourd'hui, encore plus avec ce qui s'est passé, il faut prendre soin de sa planète et de son écosystème personnel. Autrement dit, de soigner ses défenses immunitaires. C'est pas encore dans le discours encore 2000 ans, alors que ça paraît... Ouais, ça m'a beaucoup surpris qu'avec ces histoires de virus, deux choses. D'abord qu'on est conseillé de prendre du paracétamol pour faire tomber la fièvre, alors que la fièvre, quand même, sa fonction, c'est de cramer les virus, sinon on peut dire ça comme ça. Pas que, mais bon. Et puis, surtout, de pas parler du système immunitaire qui, quand il est performant, permet de résister à toutes sortes de choses. Ça me semble être fondamental et ça se travaille, quoi. Et les plantes sauvages sont une des réponses pour les défenses immunitaires. Alors, d'une façon générale, l'équilibre de l'organisme provient de plusieurs facteurs. Un des facteurs fondamentaux, c'est ce qu'on apporte comme nutriments dont l'organisme a besoin pour bien se porter. Voilà. Comme on sait quand on va chercher l'information, mais elle est là, que les plantes sauvages sont des mines de micronutriments, de vitamines, de sels minéraux, de oligo-éléments, de flavonoïdes, donc d'antioxydants qui permettent d'éviter le vieillissement de l'organisme, de ralentir du moins le vieillissement de l'organisme, de protéines complètes équilibrées en acides aminés essentiels aussi, il faut le dire. Dans les feuilles vertes, on a des acides aminés essentiels qui sont présents de façon équilibrée, c'est-à-dire que les protéines vertes, les protéines qui sont liées à la chlorophylle, ont la même valeur nutritionnelle que les protéines animales, viande, poisson, œufs et fromage, quoi. Oh! Regarde! Oh! Ces fleurs blanches! Oh, des salades! Tu sais que j'ai jamais vu des salades plantées? Non mais c'est vrai, je les vois toujours sous cellophane au cousu. Et alors là, je vais en faire planter tout le long du mur là-bas. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? Carottes sauvages, magnifique carotte sauvage ici. C'est encore jeune. Ça va. Là pour le moment, on est encore un peu térébenthine, ouais. Et on va évoluer vers la poire Williams. Tout le monde connaît les carottes, Docus carota, bien sûr, rien de plus facile à identifier. On distingue de la ciguë parce que la tige est rugueuse. Il suffit de toucher, là, c'est comme du papier de verre, c'est rêche. Or, toutes les apiacées, les ombellifères toxiques, sont glabres. Vous avez des feuilles finement découpées comme la carotte, mais pas de poils, non, pas de poils. Donc il suffit de toucher la carotte pour savoir qu'elle ne fait pas partie du groupe des ombellifères toxiques. Déjà c'est pas mal. Déjà bien. Voilà. On dit toujours, mais la racine. Ouais, attends, quand on voit les fleurs comme ça, les inflorescences, la racine c'est du bois.
Oui. La plante, la première année, elle fait des feuilles, elle fait une racine qui se gonfle de sucre, et ensuite, dès le début de la deuxième année, elle lance sa tige qui va fleurir, fructifier, la plante meurt, c'est une bisannuelle. Pour l'identifier, on ne peut se baser que sur les feuilles. Ce qu'on a ici, donc ça ressemble à des fans de carottes, ça va, mais au milieu de la végétation, c'est pas forcément évident. C'est ce qu'on va en faire. Je laisse la racine, je laisse au sanglier. Les fleurs, je trouve ça joli, avec la petite fleur noire au milieu, là, elles sont belles et tout ça. Mais surtout, après, c'est quand les fruits apparaissent, et quand les fruits se développent, que on va pouvoir en faire quelque chose de vraiment très très intéressant. C'est un des meilleurs condiments qui soit, je trouve. Donc, d'abord l'odeur de térébenthine, et après, on évolue donc vers la williamine, vers le fruit de carotte qui sent la poire William. Et alors là, je me donne libre cours pour préparer des desserts d'une part, des sirops, des sorbets, des liqueurs. Là on est du millepertuis, le célèbre millepertuis perforé qui a des fleurs d'or qui se transforment en sang quand on écrase entre les doigts. Alors c'est très bon pour on va dire les pressions saisonnières, le millepertuis. Alors, c'est bon d'abord parce que pour le moment, on se prend des coups de soleil. Oui. Donc quand on prépare la fameuse huile rouge de millepertuis qui contient de l'hypéricine et qu'on a laissé refroidir le coup de soleil, eh bien ça soulage. Et d'autre part, si on en fait des infusions, effectivement, c'est un antidépresseur, l'un des antidépresseurs les plus vendus en Allemagne. C'est de laitue sauvage. Ça, c'est une laitue sauvage, donc ancêtre de notre laitue cultivée. On reconnaît facilement parce que voilà, quand on perce, il y a du latex. Un latex qui sent un petit peu la petite goutte blanche qui sort, qui sent un petit peu la chèvre. Eh bien, quand elle est toute jeune, cette laitue, elle fait vraiment comme une laitue, bon, pas une laitue paumée, mais comme une jeune laitue cultivée, avec des grandes feuilles étalées sur le sol, très tendres, etc. Je la mange. Mais alors, ensuite, elle monte, bien sûr, mais il reste toujours, avant qu'elle fleurisse. Là, ça commence à fleurir, ça commence à être un peu tard. Mais les petits sommets, qui sont bien tendres tout en haut de la tige, je les cueille, je les blanchis, et alors là, moi, ce que je préfère, c'est avec de l'huile de noix et des noix. Moi, j'ai essayé de cultiver un jardin quand j'avais 19 ans. Alors, j'ai semé des épinards, j'ai semé de la laitue, des choses comme ça, j'ai semé des carottes, bon. Quand j'ai vu que mes épinards étaient envahis par les kénopodes, que mes laitues étaient envahies par la stellaire, j'ai eu envie, plutôt que d'arracher, d'aller chercher ce que c'était de ces plantes, pouvoir les identifier, et d'apprendre que la stellaire, ça se mange comme de la salade. D'apprendre que les kénopodes sont de la même famille que les épinards et se mangent pareil. Donc qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai fait tout ce que tout bon chasseur-cueilleur, ce que toute personne, je dirais, normalement constituée devrait faire, c'est-à-dire laisser venir ce qui vient tout seul, plutôt que de me crever le tronc à aller arracher ces plantes que je pouvais utiliser exactement de la même façon. Donc j'ai abandonné le jardinage. De Haute-Provence, et donc avec ce livre, ce que les plantes ont à nous dire, aux éditions Les Liens qui libèrent, parce que ce livre parle en fait de la longue et tumultueuse relation que l'homme entretient avec les plantes et qui a façonné son histoire depuis la nuit des temps. Je pense que Jean-Marie Pelt pourra écouter ce reportage, ils se connaissaient bien tous les deux, avec beaucoup de plaisir.